Chers internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur le plateau d'Informatique News pour cette première édition de l'année 2019 d'Informatique News Hebdo. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter au nom de l'équipe, bonjour Guy, j'aimerais me présenter à nos lecteurs une très belle année 2019. Et année 2019, Guy, qui commence sur les chapeaux de roue, si je puis dire, parce que on a à peine refermé les cadeaux de Noël qu'on a déjà une cyberattaque sur les bras, si je puis dire. Enfin, nos amis allemands, oui. La classe politique allemande. Alors pour le coup, il n'y a pas de puissance étrangère, a priori, il n'y a pas de puissance étrangère à l'œuvre. Alors effectivement, pourquoi on a retenu le sujet? Parce que bon, ça concerne un millier de personnalités, personnalités principalement du monde politique allemand. C'est des informations qui ont été pas ultra confidentielles, mais enfin des numéros de téléphone, des adresses, des photos, des choses quand même significatives, qui ont été diffusées sur Twitter. Et évidemment, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, on peut imaginer les théoriciens du complot sont là et la machine se met en route, s'emballe. Il se trouve que tous les partis politiques avaient été visés, sauf l'extrême droite, donc on avait dit, évidemment, ça va être l'extrême droite. Et puis au final, et c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant, si je puis dire, c'est notable, c'est que finalement c'est un jeune lycéen même pas une vingtaine d'années, autodidacte, qui n'a pas de formation particulière en informatique, qui a été à l'origine de toute cette affaire. Et donc ça laisse un peu pantois, et ça montre une fois de plus que finalement, du côté des hackers, il y a parfois besoin de moyens minimaux pour des opérations qui peuvent être très préjudiciables. Qui font beaucoup de bruit en plus. Et qui font beaucoup de bruit. Donc, une fois encore, alors parfois c'est des attaques très complexes d'État avec des moyens considérables, mais là c'est pas du tout le cas. Et donc, une fois de plus, le problème de la sécurité dans son ensemble est posé. Et là, comme vous disiez, on est en début 2019. Oui, on n'attend pas. On n'attend pas. Et donc... Alors ça, c'était un sujet, évidemment, qu'on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans le courant de l'année, et même très rapidement, parce que je rappelle à nos lecteurs que vous recevez cette semaine le créateur du FIC, qui répondra à vos questions. Deuxième sujet de la semaine, c'est l'informatique du futur, on passe sur une autre chose, c'est IBM qui commercialise un ordinateur quantique, c'est le premier d'ailleurs, voilà. Je crois. Alors effectivement, c'est assez paradoxal dans la mesure où cette annonce a été faite au CES. Donc le CES, c'est plutôt les technologies grand public, et donc on se demandait ce que venait faire IBM là-dedans. D'ailleurs, c'est une question qu'on avait posée à Nicolas Sekaki, de savoir, avec les outils d'intelligence artificielle, Watson, l'informatique quantique non, mais l'intelligence artificielle, est-ce que IBM ne va pas revenir sur le B2C? Et a priori non. La réponse a été non. Là, en l'occurrence, l'annonce a été faite au CES de Las Vegas. Il se trouve qu'il n'y a pas d'annonce majeure. L'idée, c'est que IBM commercialise pour la première fois un ordinateur quantique. Jusqu'à présent, il y avait des services dans le cloud, via le cloud. On pouvait accéder à de l'informatique quantique, d'autant plus que, en gros, ça ne se présente pas comme un ordinateur de table. C'est quand même, ça nécessite un environnement très particulier. Donc là, il se trouve que c'est un ordinateur, c'est dans une boîte qui fait à peu près 9 mètres cubes. Donc c'est quand même assez grand quand même. C'est assez grand. Oui, mais c'est quelque chose. C'est pas le PC portable qu'ils vont mettre. C'est quelque chose d'autonome qu'on peut acheter, qu'on peut installer chez soi. Et qui fait 20 qubits. Donc 20 qubits, c'est encore relativement modeste, puisque IBM travaille sur les 50 qubits en espérant y arriver cette année, l'année prochaine, très, très rapidement. Et on sait que 50 qubits, c'est pas 2 fois et demi 20 qubits, c'est exponentiel, donc c'est beaucoup plus puissant. Donc je dirais que ce qui est important, c'est commercial, c'est une première démarche commerciale, et deux, ça permettra aux entreprises de se familiariser, de se faire la main avec... Et peut-être des instituts de recherche aussi, peut-être. Absolument. Alors, on parle de recherche, on va parler d'éducation.
J'avoue, j'avais pas fait attention, l'annonce d'un CAPES informatique. Oui, c'était passé un petit peu inaperçu. En fait, c'est Jean-Michel Blanquer qui a fait l'annonce sur France Culture. Il était passé sur France Culture il y a pas très longtemps, quelques jours. Et donc, il a fait l'annonce de la mise en place de ce CAPES informatique qu'on attendait d'ailleurs depuis un bon moment, puisque, on en parle depuis je ne sais pas combien de temps. Hein. Rappelez-vous le rapport NIVA dans les années 80 qui déjà préconisait l'informatique. Voilà. Là, il y a eu ces dernières années, on a introduit les sciences numériques en seconde, puis en première et terminale comme spécialité. Donc je dirais que c'est la continuation logique de tout ça, sachant que jusqu'à présent, l'enseignement de l'informatique dans le secondaire, c'est encore un petit peu au petit bonheur. Oui, c'est les profs de maths, de physique recyclés. Il y a le prof de physique on lui demande s'il n'est pas volontaire, et c'est lui qui s'y colle. Enfin, et donc il apprend le Python 3 mois avant ses élèves. J'en parle parce que je connais un prof de physique qui fait ça. Donc c'est je dirais une évolution normale et tant mieux parce que finalement le fait d'avoir des gens qui aient ce CAPES, et on peut s'attendre d'ailleurs à ce que prochainement il y ait une agrégation d'informatique. Et d'ailleurs cet événement a été salué par toutes les institutions comme le Syntec par exemple qui ont applaudi des deux mains. Bon, très bien. Au moins, c'est quoi une initiative du gouvernement qui fait l'unanimité par les temps qui courent. Ça mérite peut-être d'être souligné. Et puis, on conclut sur ce passage en bref de l'actualité de la semaine sur le Bouygues Télécom, oui. dont vous avez reçu d'ailleurs le directeur général, activité entreprise, qui continue ses emplettes, si je puis dire, on annonce le rachat de Nerim. Alors effectivement, ils ont acheté Nerim. Enfin, ils sont en négociation finale officielle, donc c'est pas encore finalisé, mais bon, c'est quasiment fait. Donc Nerim, on rappelle, c'est une entreprise B2B, donc Bouygues Télécom Entreprise, c'est à peu près pareil, qui est spécialisée dans tout ce qui est XDSL et puis la fibre optique. Donc bon, c'est pas le rachat du siècle, puisque Nerim représente à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, dans le secteur d'Avidity, c'est significatif. C'est pas ce qui va changer l'avenir de Bouygues Télécom. Enfin, c'est quand même significatif dans le sens où Nerim était un acteur, je dirais, connu et reconnu dans le domaine. Ça montre qu'il y a une tentative ça montre la concentration qui est en cours dans ce domaine. Alors ça, c'était pour l'actualité en bref. Le sujet de la semaine que vous avez retenu, c'est... on revient sur le domaine de la recherche, puisqu'on parle de HPC, voilà, je cherchais et donc le CNRS qui a acheté, qui a fait l'acquisition, parce que c'est pas vraiment le genre de produit qu'on achète sur étagère, auprès d'HPE, d'un nouveau centre de calcul, nouvel outil HPC, alors je sais pas comment on dit, maintenant, avant on disait centre de calcul, maintenant... Oui, alors... Ordinateur, c'est pas tout à fait le mot. C'est un supercalculateur. Mais vous dites HPC, en fait c'est HPC et intelligence artificielle, parce qu'il se trouve que c'est un supercalculateur convergé, donc ça veut dire qu'il a les deux dimensions, c'est-à-dire qu'il a les dimensions puissance de calcul, force brute, donc le calcul vectoriel, et puis intelligence artificielle, donc là c'est je dirais du big data, des volumes de données qui sont répartis sur des nœuds, et donc il faut une puissance de calcul qui soit distribuée sur ces nœuds, donc c'est deux approches un petit peu différentes, et donc c'est en cela que donc le CNRS, via le GENSI, qui est l'organisme qui gère ce genre de choses, a opté pour le HPC, pour le matériel d'HPE. Alors c'est un matériel qui un supercalculateur qui fait 14 pétaflops, donc rappelons, ça va devenir le numéro 1 français en termes de puissance, puisque le précédent était à 12. Les choses évoluent très vite. Oui, avec les GPU. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, alors on ne peut que saluer le fait que le CNRS s'équipe de matériel de ce type. Je pense qu'il faut quand même le présenter comme un peu un rattrapage, dans le sens, si on regarde le top 500 qui fait le classement des 500 ordinateurs les plus puissants de la planète, si on prend la puissance cumulée par pays, les États-Unis c'est 37%, la Chine c'est 31%, la France c'est 3%. Et l'Europe des 5 du supercalcul, donc c'est les 3, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Irlande, c'est l'Irlande, c'est 14%. Vous voyez, l'Europe des 5, 14%, les États-Unis 35%, donc on est quand même encore, la Chine 31%, les États-Unis 37%, on est encore loin, on est loin, donc c'est
c'est du rattrapage. Et puis l'autre point qu'il faut noter, c'est que c'est du matériel HPE. Sur c'est vrai qu'on n'a pas forcément entendu sur ce marché. Précisément, c'est la nature convergée du système qui a sans doute poussé le GNC à faire ce choix. Si on regarde, donc dans les 500 plus puissants, il y a 18 supercalculateurs qui sont présents en France. Et donc qui représentent 3% de la puissance totale. Sur ces 18, en fait, il y en a 16 qui sont bulles, j'imagine. Bulles, voilà, bulles Atos. Donc ça, c'est les conséquences du plan calcul des années 60 qui, malgré tout, a servi à quelque chose. Mais donc, ça veut dire que pour ces besoins nouveaux, puisqu'on a parlé beaucoup du plan d'intelligence artificielle l'année dernière, donc c'est des besoins qui... l'informatique des données va se développer vraisemblablement dans les années à venir, donc il faut des matériels qui soient un petit peu hybrides, et donc ça veut dire que... HPE a une réponse. HPE a une réponse, IBM a une réponse, Summit, Sierra, les deux gros, les mastodontes, là, ils sont également capables de faire ça, donc ça veut dire qu'il faut que Atos travaille dans ce sens. Enfin, je dirais que 16 sur 18, c'est quand même assez satisfaisant. Très bien, ça c'était pour l'actualité de la semaine passée. Pour la semaine à venir, c'est évidemment le FIC, qui est devenu un incontournable, dont je disais d'ailleurs vous allez recevoir, après cette émission, le créateur et le fondateur, pour parler de ce qui est devenu l'événement incontournable de la sécurité en France et au-delà. Au-delà, bien au-delà. Donc c'est le général Watin-Augouard qui a été à l'initiative de cette manifestation, qui s'est intéressé aux questions de cybersécurité il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, qui a lancé le FIC en 2007, donc ça c'était la première édition. C'était un petit colloque d'une demi-journée qui réunissait quelques centaines de participants. Et là, la 11e édition qui va avoir lieu la semaine prochaine, donc le 22 et le 23, a priori c'est plus de 10 000 participants. Et c'est un événement qui dépasse le cadre européen maintenant, puisqu'on approche la centaine de pays participants. Donc l'Europe est très très bien représentée, mais il y a des pays africains, il y a des pays asiatiques qui viennent en force, il y a aussi évidemment les Américains. Donc c'est devenu un des événements, je dirais, planétaires dans le domaine de la cybersécurité. Les Chinois aussi vont envoyer une délégation. Et parmi, alors évidemment, c'est le lieu, c'est un peu comme à Cannes, il faut être à Cannes, donc là c'est un événement un peu différent, mais donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs ministres qui vont être là, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, le secrétaire numérique, bien entendu, il va y avoir la commissaire européenne, il va y avoir évidemment le directeur général de l'ANSSI, enfin toutes les personnalités qui comptent dans le domaine de la cybersécurité seront au FIC, donc c'est vraiment un événement qui est devenu très important. Qui est assez unique dans ce côté public-privé. Voilà, c'est ça, c'est l'association des deux, puisqu'il y avait les assises de la sécurité, mais on était confinés, si on peut dire, c'est déjà pas mal comme domaine, mais dans le domaine des entreprises, là c'est dans son ensemble, enfin il y a pas, ça couvre tout. Et parmi les thèmes, donc il y a ce qu'on appelle la sécurité by design, donc en gros on pense aux questions de sécurité dès la conception. Il y a l'Europe de la confiance et de la sécurité, qui finalement est un vaste sujet qui fonctionne avec la RGPD, plutôt bien. La RGPD, c'est un succès. D'ailleurs, la réaction des Américains au RGPD montre que c'est quand même un assez bon succès. On est sur la bonne voie. Il y a l'augmentation régulière à la fois de la croissance, de la complexité, de la puissance des attaques. Donc c'est quelques thèmes qui seront traités donc à Lille la semaine prochaine. Très bien. Bah, écoutez, rendez-vous donc la semaine prochaine sur Informatic News pour en savoir un peu plus sur le FIC. Et puis dès à présent, avec l'interview du créateur et du fondateur du FIC. Et puis pour conclure, on va conclure par un petit coup de gueule pour débuter l'année sur de bonnes bases, si je puis dire. Et cette fois-ci, c'est Google qui a mis un peu d'argent de côté, voilà. Si j'ai bien compris. C'est de ce qu'on appelle gentiment de l'optimisation fiscale. Donc en gros, ils ont mis 20 milliards de dollars via une entreprise écran dans les Bermudes. On sait que les Bermudes, c'est un des paradis fiscaux. D'ailleurs, il y a sans doute les paradis fiscaux et puis il y a les purgatoires fiscaux. C'est-à-dire des endroits qui sont un peu gris, où on ne sait pas très bien comment ça se passe. Et puis il y a les pays où on doit payer ce qu'il faut payer. Et donc là,
Google fait déjà des bénéfices qui sont substantiels, comme toutes les entreprises purement numériques, ce qui n'est pas le cas d'Amazon, par exemple. Amazon gagne beaucoup d'argent avec AWS, mais pas autant que ça dans la distribution. Mais les sociétés, les GAFA, sauf le dernier, Amazon gagne beaucoup d'argent. Et donc ça suffit pas, il faut qu'en plus ils fassent. Le petit coup de gueule pourrait aussi aller à l'Europe, notamment un pays comme l'Irlande, absolument, ou le Luxembourg. Il y a ça, et puis l'absence d'optimisation, enfin d'harmonisation fiscale, permet à des acteurs ça c'est sûr de jouer. Et le deuxième point, c'est l'initiative française qui voulait taxer les GAFA, et on a vu les pays du Nord et puis l'Allemagne un peu en retrait, cachée derrière les pays du Nord pour mettre un peu le haut là. Bon, les Allemands, on avait bien compris, parce qu'eux, ils étaient inquiets de toutes les exportations avec les États-Unis. Donc effectivement, l'Europe a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Bon, j'allais vous dire ensuite la prochaine optimisation fiscale. En attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.